Bonsoir, nous sommes en ligne en ce moment avec Renaud Cattel qui est avec moi. Ça fait vraiment très plaisir de te revoir. À toi, j'ai le plaisir de te rencontrer en personne parce que tu es venu à Toulouse il y a l'année dernière, c'est ça, hein, je crois, hein. C'était en 2024. C'est ça, oui, oui. L'année dernière, on s'est rencontrés à Toulouse. Tu avais quelques réunions avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, justement, dans le cadre de ANGA, je m'en rappelle. Donc c'est super. C'est Donc ça. tu vas nous raconter un petit peu ton expérience et ton parcours, un petit peu, qui est assez riche aussi, hein. Donc, Renan, tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi, à un moment donné, tu t'es décidé à rentrer dans ces masters et en GNSS. C'est ça. Ok. Merci. Donc, je m'appelle Kinzonzi Maleka Renaud Katel. Je suis de nationalité congolaise. Et à la base, bon, j'ai fait un baccalauréat scientifique et après mon baccalauréat, je rêvais de faire de l'astrophysique. C'était vraiment... Et j'avais même obtenu une bourse pour pouvoir le faire. Mais après, bon, par un concours de circonstances, je me suis finalement retrouvé dans l'aviation. J'ai passé le concours d'entrée à la SECNA, où j'ai d'abord fait une première partie de ma formation à l'école de la SECNA. Donc, je suis sorti avec un diplôme d'électronique et informatique. Et ensuite, j'ai commencé à travailler pendant un certain temps comme, on va dire comme informaticien électronicien. Et ensuite, la SECNA m'a renvoyé en formation à Dakar pour cette fois-ci faire un diplôme en télécommunication. Donc, j'ai plutôt un profil d'ingénieur système et réseau de télécommunication. Et à la SECNA, déjà la SECNA, c'est un fournisseur de services de navigation aérienne. Pour résumer, le but, le rôle de la SECNA, c'est de s'assurer que lorsqu'un avion décolle d'un point A pour aller vers un point B, qu'il fasse tout son trajet en toute sécurité. Et donc, au sein de la SECNA, je suis actuellement spécialisé dans ce qu'on appelle les systèmes de surveillance du trafic aérien. Donc, tous les moyens qui permettent aux contrôleurs aériens de savoir exactement où se trouve un avion et de s'assurer que lorsqu'ils donnent une instruction à un avion, cette instruction est bien exécutée. Bref, de vraiment gérer avec sérénité le trafic aérien. Et donc, avant d'être intégré dans les activités liées à la navigation par satellite, j'ai été intégré dans un projet qui consistait à la fourniture du service de surveillance du trafic aérien par satellite. Donc, pour surveiller le trafic aérien, on installe en général des équipements au sol qui permettent de recevoir les messages envoyés par les avions. Mais la limitation, c'est que dans certaines zones où on ne peut pas installer des équipements comme les déserts ou l'océan, on perd de cette visibilité-là. Et donc, la SECNA a souscrit à un service fourni par un fournisseur américain, en fait, c'est le seul au niveau mondial, qui fournit ce qu'on appelle de l'ADSB par satellite. Voilà, donc l'ADSB, c'est un système qui permet aux avions de diffuser leur position et d'autres informations qui sont utilisées par les contrôleurs aériens. Donc, j'étais impliqué dans ce projet qui déjà implique le GNSS parce que pour avoir la position que les avions diffusent vers le sol ou diffusent vers un récepteur, en fait, cette position, il la calcule grâce au GPS. C'est du positionnement GPS en réalité. Et donc, indirectement, il y avait déjà cette petite ouverture-là La navigation. vers le GNSS. Voilà. Et donc, après la fin de ce projet, après l'implémentation de ce projet, donc j'ai été impliqué dans un autre projet plus vaste qui est devenu aujourd'hui un programme, donc le programme ONGA, qui, de manière résumée, consiste en l'implémentation, le déploiement d'un système de renforcement par satellite d'un Space-Based Augmentation System, donc qui a pour vocation de pouvoir fournir un positionnement amélioré pour toute l'Afrique. Voilà. Bon, ça, Et ouais. voilà. Et au niveau du programme, donc, il y a toute une équipe qui travaille. Et au sein de l'équipe, il y a plusieurs profils. Je fais partie de ceux qui ont un profil technique. Il y a le profil managérial occupé par le responsable du programme. Il y a un profil, on va dire, opération. Voilà, il y a un profil qualité, il y a le profil technique. Et donc, moi, je suis plutôt au niveau du profil technique, on va dire le principal interlocuteur au niveau du programme ONGA en ce qui concerne tous les aspects techniques
les aspects techniques du programme. Et c'est pour cela, justement, que tu en avais besoin peut-être des connaissances un peu plus approfondies sur Effectivement. ce que c'est le GNSS, le système SVAS, et pourquoi, voilà, parce que vous allez quand même dans les prochaines années mettre en place ces systèmes qui va aider à l'aviation justement à faire tout ça. Tu nous avais aussi rencontré, je crois, il y a 2 ans, non, quand on avait fait le GNSS Africa Training aussi, il me semble, si? Non, à cette époque-là, non. Ah non, Non, je ne d'accord. pense pas. Par contre, justement, avant d'être impliqué dans le programme, j'avais fait une petite formation, enfin une petite formation, un séminaire, on va dire, hein, un séminaire d'une semaine, vraiment pour une sensibilisation au GNSS. Et après cela, puisque le programme, un peu à l'instar de tous les programmes spatiaux, il y a eu une phase A d'étude de faisabilité, une phase B de conception préliminaire. Et donc, pendant cette phase B, euh, la SECNA a jugé utile d'acquérir un démonstrateur, une sorte de cœur du système, une sorte de MCC Un prototype, ouais. réduit, Ouais. de prototype, voilà, pour pouvoir, d'une part, permettre aux ingénieurs en interne de mieux s'approprier les concepts SBAS, s'approprier un peu les opérations SBAS, et aussi pour pouvoir faire des démonstrations de terrain pour que les personnes qui ne savent pas à quoi sert le SBAS et quelle peut être la plus-value du SBAS dans l'aviation puissent pouvoir le voir. Et donc, lorsque le démonstrateur a été installé, une équipe a été mise en place et la responsabilité m'a été donnée de pouvoir gérer cette équipe. On a fait quelques formations avec une structure qui s'appelle Pildo, une structure espagnole. On a beaucoup travaillé surtout sur la structure des messages SBAS, mais on était vraiment dans la partie exploitation, pas dans la partie cœur du système. Et c'est cette partie-là qui me manquait en fait. D'accord. Dans le processus aussi, on est beaucoup accompagné par l'ESA et par le CNES. Et donc, quand on discutait avec eux, j'avais l'impression qu'ils parlaient chinois, quoi. Ils employaient tellement de termes. J'avais juste envie d'en savoir un peu plus et d'être capable de tenir ne fût-ce qu'une conversation de 5 minutes. Voilà. Et, euh, et c'est donc un peu cette quête cette soif de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement au cœur du système qui m'a conduit à pouvoir souscrire, m'inscrire à la formation GSNP. Et comment tu nous avais rencontrés, en fait, du coup, c'était par le lien de la SECNA ou parce qu'on était en contact avec eux? Comment tu nous avais connus, du coup? Je crois que c'était l'une des présentations que tu fais souvent et c'est un collègue qui m'a envoyé le lien comme ça. D'accord. Enfin, c'est dans un groupe, on a un groupe WhatsApp Ah oui, d'accord. des cadres de maintenance. Et donc, il y a un collègue qui a partagé le lien YouTube dans le groupe WhatsApp. Bon, par curiosité, je me suis connecté, j'ai été accroché et je D'accord. me suis inscrit. Est-ce que les masters, et que tu as pris des choses qui t'ont aidé justement dans ton travail journalier pour pouvoir affronter les problématiques que tu fais face jour à jour, quoi? Oui, 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 beaucoup. Déjà dans la compréhension des concepts. Et puis, au niveau du programme, donc, nous avons terminé ce que j'ai appelé phase B, la phase de Conception préliminaire. définition préliminaire. Voilà. Et donc, nous sommes en train nous sommes en cours de passation de marché pour démarrer la phase suivante, la phase C de conception détaillée. Et c'est vraiment des tonnes de documents qu'il faut analyser, que les candidats les soumettent. Et donc, le master m'a permis de pouvoir, entre guillemets, affronter avec aisance cette analyse-là. Voilà. Évaluer justement non, Et évaluer, les voilà, appels pouvoir d'offres. évaluer la qualité des offres d'un point de vue système. En fait, au départ, j'étais plus ou moins à l'aise avec les concepts système que je connaissais de manière basique. Donc, une architecture d'un SBAS, savoir qu'il y a le segment sol, le segment spatial, le segment utilisateur. Bon, ça, c'était des notions qui étaient déjà bien rodées. Mais entrer dans le cœur du système, ça, je ne savais pas le faire. Et donc, avec la formation, le Master GNSS, j'ai quand même pu lire le document, comprendre ce qui était écrit et aller même plus loin jusqu'à analyser les performances. Oui, vraiment, le Master a été très utile pour pouvoir apporter une contribution efficace à cette analyse-là.
Oui, parce que dans les masters, effectivement, là, on va beaucoup travailler la partie espace, que c'est quand même quelque chose qui n'est pas que pour l'aviation aujourd'hui. Dans le futur, on va l'utiliser dans les maritimes, dans le rail, le ferroviaire et peut-être d'autres applications critiques. Donc, c'est très important de bien comprendre l'espace. C'est quand même un système qui touche la safety, la sécurité, etc. Et l'intégrité, non? C'est un des concepts les plus C'est ça. importants aussi dans la navigation. Mais aussi, on va rentrer dans la partie système. C'est-à-dire, on veut bien comprendre, en fait, les cœurs d'algorithmique qu'il y a dans les systèmes pour pouvoir calculer l'orbito, les horloges atomiques, l'échelle des temps, la ionosphère, toutes ces parties-là. Donc ça peut aider à l'opérateur futur de ces systèmes-là justement à bien comprendre comment toute l'information des interfaces qu'il y a entre les éléments les uns et les autres pour bien voir si la performance finale correspond à ce qu'on attend justement, non? Parce que à la fin faut comprendre que l'avion faut qu'il peut approcher, enfin il peut faire des approches en sécurité. Pour cela il faut s'assurer que l'intégrité, la disponibilité, la continuité, l'accuracy soit bien remplies. Et pour ça, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est pas évident quand même. Est-ce que du coup, la partie, parce que du coup, tu avais besoin de compréhension théorique, mais tu as développé aussi un projet, un Python, tout ça. Ça a été, comment ça s'est passé, le développement d'un projet SBAS, donc dans ton cas particulier? C'était très intéressant et c'est exactement ce dont j'avais besoin parce que justement, dans le cadre, avec le démonstrateur SBAS qu'on a, il y a certains outils prêts à l'emploi. Enfin, il suffit juste de cliquer, on saisit quelques commandes, ça commence à tourner, on ouvre un logiciel, on récupère les données, on génère les cartes. On avait des cartes de performance donc où on avait la disponibilité, la continuité, l'intégrité. Et il y avait aussi le diagramme de Stanford, enfin vraiment toutes ces choses-là, mais c'est des choses qui étaient générées par l'application. Et donc, je ne savais pas comment ça tournait. Et justement, le projet que j'ai eu, c'est le projet Servus, qui consistait à pouvoir évaluer les indicateurs de performance au sein d'une zone de service. Et c'est vraiment ce sur quoi j'avais besoin de travailler parce que c'est essentiellement ça qui va être fait, qui est fait au niveau SBAS, donc qui va être fait au niveau ONGA. Et mais en dépit du fait que c'est le projet qui m'était assigné, j'ai quand même un peu travaillé sur un autre projet. Je crois que c'est le projet Petrus. Oui. Je crois que c'est ça, Petrus, voilà, qui lui est toujours au niveau SBAS, mais permet d'évaluer les indicateurs de performance au niveau utilisateur. Au niveau Voilà. récepteur, effectivement, ouais. Au niveau récepteur, c'est ça, au niveau récepteur. Et je voulais bien avoir une vue des deux aspects, l'aspect zone de service et l'aspect utilisateur. Donc bon, j'ai travaillé complètement sur mon projet, mais j'ai quand même fait, je pense, le Work Package 1 et le Work Package 2 Ouais, de l'autre projet pour avoir... ouais, voilà. Et ouais. c'était très intéressant, très... je ne sais pas si le mot existe, très challengeant, mais Ouais. c'était vraiment passionnant, oui, Ouais, oui. je sais que c'était pas évident pour toi parce qu'en plus tu as une famille, tu étais avec le programme Anga, C'est donc qui ça, était assez exigeant en ces moments parce qu'il fallait quand même c'est ça, relire c'est beaucoup de ça. docs et tout ça. Et en même temps, tu faisais les masters, donc il y avait des moments un peu, tu étais sous la vague un peu. Donc, Il m'est arrivé souvent il m'est arrivé souvent de suivre des vidéos de cours dans un aéroport, parce qu'il m'arrive de voyager assez souvent dans le cadre du travail, ou de faire de travailler même sur des projets à l'aéroport, parce qu'il me dit, il faut pas que je perde du temps, il faut que je... Oui, oui, c'était bien. est-ce que tu penses que le programme, le master est structuré d'une manière qui est flexible, qui te permet justement de regarder quand tu veux les contenus, d'avoir cette flexibilité pour pouvoir adapter à ta vie pro et perso? Oui, très, très flexible, très flexible. Déjà, le fait qu'on n'ait que deux soirées qui soient utilisées, une soirée où, une soirée avec les ateliers pratiques vraiment pour se perfectionner. Ça, j'ai beaucoup apprécié parce que chaque atelier permettait de préparer le work package suivant, en tout cas de préparer une notion qui devait être abordée en cours et une autre soirée pour on va dire pour le cours. La théorie? Voilà, le support classe pour pouvoir poser des questions, obtenir toutes les explications. Donc déjà, ça, c'était très flexible. Mais en plus de ça, même pour le tutorat, le tutorship, donc pour l'accompagnement dans le cadre des projets, on avait la possibilité il y avait 2 jours disponibles et selon la disponibilité, on pouvait choisir l'un des deux. Donc effectivement, c'est très flexible avec les enregistrements des cours qu'on faisait en live et des sessions précédentes, ça permettait de savoir ce qui s'est dit
pendant qu'on a fait le cours, ce qui s'est dit les sessions dernières et ça, voilà, ouais, c'est flexible et on avait vraiment toutes les ressources à notre disposition pour pouvoir Maintenant, bien avancer. on a même amélioré beaucoup plus ça. Maintenant, il y a des sous-titres en français pour les gens qui ne comprennent pas bien l'anglais. Donc, du coup, ils peuvent suivre les cours, pas en français, mais au moins sous-titrés en français, qui va beaucoup aider les gens C'est qui ne ça. parlent pas. Parce que tu disais aussi qu'il y a certaines personnes dans les pays francophones qui sont, peut-être que l'anglais, ça peut être une difficulté, non? Est-ce que l'anglais, ça a été une difficulté pour toi? Pas pour toi, en tout cas. Euh, on va dire non, ça n'a pas été une difficulté, mais ça a été un challenge. Ça a été un challenge dans le sens que ça m'a vraiment poussé effectivement à pouvoir m'améliorer, puisque je pouvais tenir des petites conversations avec des partenaires, 5, 10 minutes, peut-être tenir une réunion d'une, 2 heures, mais tenir toute une formation sur 6 mois, c'était quand même un véritable défi. Et j'avoue qu'après la formation, il y a certains termes dont je me souvenais seulement en anglais. J'avais oublié comment ça s'appelait en français. Mais oui, c'était très enrichissant sur ce point-là aussi, du point de vue euh, de l'amélioration de la fluidité par rapport à l'anglais technique. D'autant plus que ce domaine-là, les meilleures ressources sont en anglais. Donc, faire une formation en anglais, c'est vraiment un atout pour pouvoir mieux approfondir ses connaissances même après le master. Super. Bon, mais mis à part le projet ou la théorie ou toutes les connaissances que tu as pu acquérir justement dans les masters, les Python et de la programmation et tout ça, est-ce qu'il y a certaines choses que tu soulignerais, que tu mets en valeur en plus par rapport à d'autres formations que tu as pu faire ou qui marquent la différence? Je ne sais pas. Le fait de que ce soit online, flexible, oui, d'accord, mais d'autres atouts peut-être du master qui te permettent de, euh, je sais pas, quelque chose que tu peux ressortir? Oui, oui, oui. Il y a le fait déjà que c'est vrai que c'est un master GNSS, donc vraiment focalisé sur le GNSS. Mais en dehors de cela, on a quand même abordé d'autres aspects, comme la session où on a parlé de comment améliorer la présentation de son profil sur LinkedIn, la session où on a parlé de développement personnel, comment travailler sur soi. Donc, il y a eu en plus de la partie scientifique, technique, il y a eu euh, Issa en a parlé, hein, le travail sur l'homme, voilà, l'accompagnement humain qui a permis de booster, de nous encourager. Parce qu'il faut avouer qu'à un certain moment, euh, comme tu l'as souligné, avec les différentes charges professionnelles, familiales et autres, ce n'était pas évident, voilà, de pouvoir progresser. Mais quand en face, on voyait les personnes qu'on avait qui étaient très motivées, donc je parle d'Eduardo et Alberto, avec toute la motivation, avec toute la disponibilité, bah, je me disais, si ils arrivent à trouver autant de temps pour moi, pourquoi moi je ne pourrais pas en trouver pour avancer dans l'engagement que j'ai pris? Donc, il y a vraiment ce côté humain-là, le côté relationnel. Euh, et voilà, ça, c'est quelque chose moi, m'a particulièrement marqué et m'aide, en tout cas, m'encourage, m'a donné une autre manière d'aborder les choses qui peuvent paraître compliquées, même dans d'autres domaines. Oui. Super, je te remercie. C'est vrai qu'il y a une côté là, on a mis en place un truc assez formel, ça s'appelle, il y a deux choses. Il y a un truc qui s'appelle Launchpad, donc ça veut dire que pendant les 6 mois en fait de programme, ce qu'on va faire, on va travailler la marque personnelle, c'est-à-dire la visibilité, l'identité LinkedIn, pour dès le début commencer avec une optimisation du profil pour avoir un branding, une marque qui soit attractive face aux recruteurs. Et après, on va travailler toute la partie visibilité, notoriété, dans les réseaux justement pour voir on devient quand même pas expert mais quand même on a une connaissance intéressante et ça on va le travailler en parallèle que le projet, en parallèle que la théorie, on va travailler aussi ces côtés-là en faisant des activités, des tâches qui vont permettre semaine à semaine justement nous avoir une notoriété, avoir une marque personnelle intéressante, d'accord? Et après on a mis en place un truc qui s'appelle Agora, justement, c'est plutôt une plateforme, un portal en fait, où les gens ils vont pouvoir mettre ses connaissances, ses compétences, ses skills quelque part, ils vont pas pouvoir matcher avec les sociétés qui cherchent des profils avec ces mêmes compétences et pouvoir proposer aux sociétés les ingénieurs qui ont à peu près matché la plupart du nombre de compétences de la vacante qu'ils cherchent. Donc il y a deux choses. Ça c'est à la fin du master, justement, on fait
fait travailler le côté Agora pour mettre en contact avec des potentielles positions, et puis le côté Launchpad pour la partie personal branding et professionnel, pour avoir dans les réseaux sociaux, être visible ton expertise quelque part. Parce qu'aujourd'hui, il y a un truc en français qu'on appelle beaucoup, s'appelle le savoir-faire, qui est important. Il faut savoir que tu es expert, mais il y a les faire savoir, il faut savoir aussi transmettre, communiquer, qu'on te voit, que tu sois visible, qu'on voit que tu sais faire en fait quelque part. Non, et ça, c'est important de mettre en valeur aussi pendant le programme. Bon, Renaud, de toute façon, tu es invité à revenir la prochaine édition, la 11e qui démarre en janvier. Ça sera avec grand plaisir de t'avoir parmi nous encore pour bien approfondir tout ça. Parce qu'on améliore, on enrichit avec beaucoup de contenu, tout ça. Il y a toujours on met un jour avec des nouveaux experts qui arrivent et tout ça. Donc, c'est toujours intéressant de rafraîchir certains concepts, quelque part. D'accord? Donc, pour finir, je ne vais pas rester longtemps. Renaud, si tu veux dire aux ingénieurs qui nous écoutent en ces moments quelques mots par rapport au master, le spatial, le GNSS, peu importe, je te laisse la salle pour toi. Ok, merci. Alors, oui, le mot que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de domaines qui sont très passionnants, surtout pour les ingénieurs. Il y a beaucoup de domaines dont on parle actuellement et vers lesquels tout le monde court, comme l'intelligence artificielle, comme la cybersécurité. Donc, c'est très populaire, tout le monde y va. Mais l'inconvénient avec ce qui est populaire, c'est que plus il y a de monde, plus le choix est difficile. Et par contre, le GNSS, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, mais qui est un domaine très prometteur, un domaine où il y a encore beaucoup de choses à faire, un domaine qui est d'une expertise pointue et où les entreprises qui s'y connaissent cherchent vraiment des ingénieurs talentueux. Tout à l'heure, on parlait des véhicules autonomes. Il y a l'aviation qui a besoin de personnes qui ont ces compétences-là. Il y a aussi les applications en aviation, l'agriculture, les autres types de transports. Et puis, il y a des concepts plus avancés pour ceux qui sont intéressés, comme le LEO PNT, le Lunar PNT. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le spatial. Et donc, il y a vraiment... j'ai envie de dire, il y a à boire et à manger. Et je pense que quelqu'un qui investit et s'investit dans une formation GNSS ne regrettera pas. Donc, j'encourage vraiment toutes les personnes qui hésitent encore en tout cas, ne fût-ce que passer l'entretien, au moins, sinon à investir, et je peux garantir que ce n'est pas un investissement. D'ailleurs, le meilleur investissement, c'est celui qu'on fait sur sa propre formation, et cette formation-là en vaut le coup. Merci beaucoup. Merci. Ouais, non. Et tu as raison, effectivement, c'est un truc les GNSS, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, et c'est pour ça que dans la formation, on rajoute aussi aujourd'hui, et pas que la navigation, mais on met des trucs de communication, PNT, Léo PNT, PNT résilient, tu sais, tout ce qu'il a, tous les mécanismes que j'ai aujourd'hui aussi pour faire de la protection dans la navigation, pas forcément par satellite, en utilisant par exemple la 5G, les sensors fusion, les protections anti-jamming et tout ça. Donc, on va travailler beaucoup ça. Donc, ça, c'est des choses que rajoutent justement parce que le marché le demande aujourd'hui aussi, ces côtés-là. Donc, on devient... Et la partie lunaire aussi, on a eu des experts qui viennent de l'ESA pour parler justement de la navigation à la Lune, la communication à la Lune, comme Moonlight, Nova Moon, tous ces genres d'initiatives dans le programme Artemis qui vont soutenir justement toutes les missions qui vont aller à la Lune. Donc on va travailler aussi ça pendant les masters en fait justement. Et d'ailleurs, il va y avoir un nouveau projet qui va démarrer dans cette édition qui arrive, ça s'appelle, on ne sait pas comment ça s'appelle encore, mais c'est un projet où on va faire un positionnement lunaire avec des données du récepteur dans la Lune. On a récupéré des données d'un récepteur qui a été déjà posé à la Lune et on va travailler avec la constellation pour pouvoir positionner un récepteur dans la Lune. Donc ça, c'est un nouveau projet qui arrive pour ceux qui s'embarquent. Bon, Renaud, merci beaucoup. Je te remercie de ton temps parce que je sais que tu es très, très occupé en ce moment. Parce que je sais que tu fais un master en plus MBA en ce moment. Tu es à fond là. C'est très bien. Il faut toujours se former. Bon, en tout cas, j'espère te voir bientôt. Peut-être qu'à Noël, je serai peut-être au Sénégal. Si tu es à Noël, peut-être qu'on peut partager un petit repas ensemble. Pourquoi pas. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, pareillement.